Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est votre rendez-vous du dimanche matin et vous en avez l'habitude. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro au programme d'Osez entreprendre ce matin. Comment une enseigne née d'un projet militant dans les années 50 est devenue une institution culturelle française et pourquoi la Fnac vit aujourd'hui un tournant historique avec son rachat et une profonde transformation de son modèle, et pour comprendre pourquoi des centaines de milliers de commerces vont changer de main dans les années à venir et pourquoi estimer la valeur de son entreprise est devenu un enjeu stratégique majeur pour les entrepreneurs. Et nous recevons Arnaud Villeroy, fondateur de estimermoncommerce.fr. Et comment faire la différence entre renseignement d'affaires et espionnage industriel? Où s'arrête l'analyse légale et où commence la ligne rouge à ne jamais franchir? Méline Camus, notre consultante en intelligence économique, nous explique tout dans un instant. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. On commence ce dimanche, mon cher Thomas, avec une histoire, et peut-être d'ailleurs que beaucoup de ceux qui nous écoutent y ont fait un petit passage dans le week-end, puisque vous allez nous raconter l'histoire d'une enseigne que tous les Français connaissent, un lieu de passage obligé pour les amateurs de culture, de musique ou de high-tech, c'est la Fnac. Parce que derrière cette institution, il y a une aventure bien singulière au départ. Et même un vrai projet de société, Maxime, car tout démarre en 1954 quand deux militants, André Hessel et Max Terret, créent la Fnac, qui signifie Fédération Nationale d'Achat des Cadres. On s'en souvient pas de ce titre développé. À l'origine, c'est un club fermé, réservé aux adhérents, qui donne accès à des produits à prix cassé, appareils photo, livres, disques. Leur idée, c'est de démocratiser l'accès à la culture et à l'équipement dans une France encore très réglementée, une démarche militante presque politique. Mais vous l'avez dit, le sujet, c'est que ça va très vite dépasser le cadre militant. Absolument. Dans les années 60, la Fnac s'ouvre au grand public. Elle révolutionne le commerce, test qualité sur les produits, prix unique du livre, vendeur expert. C'est un mélange inédit de commerce et de mission culturelle. La Fnac devient un lieu de vie, s'étend partout en France, puis à l'étranger. Elle innove sans cesse, vente des premiers ordinateurs personnels dans les années 80, lancement de son site e-commerce dès 1999, ou encore fusion stratégique avec Darty en 2016 pour peser face à Amazon. Mais aujourd'hui, on sent que le modèle s'essouffle et l'enseigne vit un tournant majeur. Oui Maxime, le groupe Fnac Darty a accueilli à travers son conseil d'administration unanimement et favorablement une OPA menée par Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, déjà actionnaire à hauteur d'un tiers. Il valorise ainsi le groupe autour du milliard d'euros. L'idée au passage est d'empêcher le rachat par le chinois JD.com, déjà actionnaire à hauteur de 20% à travers le distributeur allemand Ceconomy. Mais pour la Fnac Darty, l'enjeu est de taille. Faire face à la pression du e-commerce, restructurer un groupe en perte de vitesse et céder des enseignes comme Nature et Découverte pour se recentrer. La Fnac, cette vieille dame de la culture qui a accompagné les premiers pas culturels de millions de Français, entame aujourd'hui une nouvelle mue entre reprise en main et espoir de renaissance. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Notre premier invité ce matin, Thomas, est Arnaud Villeroy. C'est le fondateur d'estimermoncommerce.fr. C'est le premier site d'évaluation de commerce. Bonjour Arnaud Villeroy. Bonjour Thomas. On va s'intéresser ce matin au commerce. Il y a beaucoup de commerçants qui nous écoutent le dimanche matin. Comment va le commerce en France aujourd'hui? Quelle est votre analyse? Justement, parce que on voit bien, on vient de parler de la Fnac Darty. Je pourrais allonger la liste des entreprises, mais là qu'on déposé le bilan. Je vais quand même en citer quelques-uns. Jennifer, Camailleux, Gosport, André, Koukaï, Courtepaille, Sergent-Major, Casa, IKKS qui avait été créé en 1987. Je m'arrête là, la liste est très longue. On pourrait passer l'interview simplement à égrener ces noms. Comment se porte le commerce ? À la lumière, effectivement, des exemples que vous venez de donner, on peut avoir l'impression que ça n'est pas la joie. Effectivement, il y a des chiffres qui nous montrent qu'il y a une problématique. On voit que le e-commerce également est en train de prendre des parts. On sait que l'an dernier, il y a eu un tiers des dépenses des Français en carte bleue qui ont été faites sur le e-commerce. Mais dans tous les exemples que vous avez cités, et nombreux sont-ils, on voit qu'il y a pas mal de modes, beaucoup. Donc effectivement, on peut aussi faire une contre-analyse en voyant qu'on a un essoufflement progressif de l'ultra fast fashion. Et puis effectivement, un dernier chiffre important, je pense qu'on peut citer, qui vient d'Altares, c'est le nombre de défaillances d'entreprises sur la dernière année qui est de 70 000 et qui est présenté comme un chiffre record. Ça, c'est ce qui montre la face cachée, en fait la face négative de la chose. Mais, et là j'ai envie d'être beaucoup plus positif, il y a d'autres chiffres qui montrent une réalité plus rose, j'ai envie de dire, à l'issue de ça. Par exemple,
le record du nombre de créations d'entreprises l'an dernier, en 2024, puis en 2025, il va être confirmé, 1,1 million. Donc vous voyez, si on rapporte le nombre de défaillances, 70 000, au nombre de créations, on est entre 6 et 7%. C'est tout compte fait, pas beaucoup, d'autant plus qu'il y a eu un effet de rattrapage quand même des mesures de soutien aux entreprises Covid, donc ça a eu un effet aussi là-dessus. Et puis si on regarde d'autres études très récentes, notamment sur 2025, on voit quand même qu'il y a l'évolution du taux de défaillance entre 2024 et 2025 sur la filière commerce, je parle bien de la filière commerce, elle est que de 0,1%, ce qui est négligeable par rapport à la filière manufacture qui est de 21% par exemple. Arnaud Velleroy, on va s'intéresser un peu justement à votre modèle, à ce que vous proposez aux commerçants. Est-ce que estimer un commerce, c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine ? Oui, effectivement, estimer un commerce, une entreprise, une affaire de manière générale dépend d'une analyse d'un certain nombre de points et ça n'est pas simpliste. En tout cas, ça se valorise pas au mètre carré comme on peut faire une habitation par exemple, mais c'est sur un ensemble de facteurs très précis. Alors quelle est l'erreur justement la plus fréquente que font les entrepreneurs, les commerçants quand ils essaient d'estimer seuls la valeur de leur activité ? Alors l'erreur la plus courante consiste déjà à ignorer pas mal de critères, les critères d'exploitation, ceux que vous regardez un acquéreur, la rentabilité de l'affaire et puis assez généralement inclure l'affect, parce que l'affect c'est important quand on a un business, une entreprise, on a sué sang et eau, on a généralement tendance à essayer d'impacter la valeur qu'on attribue à son bébé en fin de compte, avec tous les efforts qu'on y a mis. Alors on parle souvent du pourcentage du chiffre d'affaires. C'est un bon calcul, c'est une bonne méthode ou pas ? C'est une des approches, mais elle est loin d'être suffisante, puisque aujourd'hui, alors je rappelle quand même qu'un fonds de commerce, puisque c'est dont il s'agit, c'est un outil de travail. Donc la personne qui va racheter une affaire, plutôt qu'en créer une, finalement, avec tout ce que ça peut comporter de hasardeux, va racheter un outil de travail en état de marche, en état de fonctionnement et en poursuivre l'exploitation tel que le cédant le faisait. Ça veut dire qu'il va compter sur à la fois le chiffre d'affaires, le volume de chiffres pour pouvoir rentrer de l'argent, évidemment, mais à l'issue du paiement des charges, sur la rentabilité de l'affaire, qui, elle, permet au repreneur de rembourser son prêt sur l'achat de son affaire et puis de se rémunérer, ce qui est fondamental. Donc le chiffre d'affaires seul c'est bien, mais la rentabilité est presque plus importante et à ça on peut ajouter d'autres critères d'exploitation qui ne sont pas financiers. Alors Arnaud Velleroy, justement, est-ce qu'un commerce rentable c'est forcément un commerce qui vaut cher ? Pas forcément. La valeur d'un commerce, elle est indexée à la fois sur son volume de chiffre d'affaires et sur des coefficients multiplicateurs de sa rentabilité. Donc pour moi, cher, c'est plutôt un mot qui a une certaine connotation péjorative. Je vous donne l'exemple d'un hôtel. Alors j'ai vendu un certain nombre d'affaires à la tête de mon cabinet, un peu plus de 300. Je prends l'exemple d'un hôtel vendu à 5 millions d'euros. Ça peut paraître cher dans l'absolu, mais quand on le compare à son volume de chiffre et à sa rentabilité, c'était un prix tout à fait cohérent. Mais à quel moment de la vie d'une entreprise on doit se poser la question de sa valeur quand on est commerçant, par exemple ? Alors j'ai envie de dire, de la même manière qu'on a du patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel, un peu tout le temps. L'idée, c'est d'être assez régulièrement au contact de la valeur de son bien. Ce que vous voulez dire par là, c'est que ça se gère comme une gestion de patrimoine traditionnelle. On fait trop la différence entre les deux. Donc le fonds de commerce, il faut l'évaluer régulièrement pour voir comment il s'indexe. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. D'autant plus quand un projet de transmission arrive à terme, alors à court, moyen ou long terme, mais ce sont des choses qui se préparent et évidemment dans un contexte de papy-boom comme on connaît aujourd'hui, ce sont des choses qui se préparent 1 ou 2 ans avant lorsqu'on veut céder une entreprise. Pour un commerce, ça peut être un peu plus court, mais une entreprise, il faut quand même prendre le temps au moins 1 ou 2 ans avant. Alors, ces outils d'estimation, ils s'adressent à qui concrètement ? Aux vendeurs, aux acheteurs, aux spécialistes de la transaction ? À tout le monde ? À tout le monde, effectivement. Tout le monde a un intérêt à connaître la valeur parce que finalement, la vraie valeur de l'affaire, c'est celle où vont se rencontrer tous les acteurs d'une transmission. L'acheteur, le vendeur, le banquier qui va financer le projet, l'intermédiaire qui va accompagner cette cession, le juriste qui va encadrer juridiquement cela, les experts comptables qui vont les accompagner, les conseillers en gestion de patrimoine. Il y a du monde dans l'écosystème d'un entrepreneur. Alors mon ultime question pour vous, Arnaud Velleroy, si vous deviez prodiguer un conseil à un entrepreneur qui envisage de céder son activité, ce serait lequel ? Quel est l'élément le plus important à vos yeux ?
Déjà, il faut une certaine pérennité dans les performances de l'affaire. Les affaires en dents de scie, c'est jamais très bon. Les affaires dont on augmente le chiffre d'affaires subitement pour réintégrer, par exemple, des choses qu'on n'aurait pas forcément déclarées, ça se voit, n'est pas non plus une très bonne idée. Donc, il faut avoir une certaine pérennité dans le chiffre, linéarité dans le chiffre, mais aussi dans la rentabilité, ainsi que dans la sanité des critères d'exploitation, parce que c'est ce que regarde aussi un acquéreur, toutes les facettes d'une entreprise. Merci à vous. Et donc, on vient de le rappeler, il faut aussi de la légalité. En tout cas, c'est mieux. Merci beaucoup Arnaud Villeroy d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle que vous êtes le fondateur d'estimermoncommerce.fr, qui est le premier site d'évaluation de commerce en France. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour conclure ce premier rendez-vous, nous sommes avec Mayline Camus, ancienne officier de renseignement, fondatrice et dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prisme Intelligence et notre experte en intelligence économique aussi. Et Thomas, vous allez avec elle nous parler de la différence qui n'est pas anodine entre renseignement d'affaires et espionnage industriel. Absolument Maxime, parce que ces deux notions sont souvent confondues. Alors Mayline, quelle est la différence justement concrètement entre renseignement d'affaires et espionnage industriel ? Eh bien Thomas, malheureusement, on confond souvent les deux. Le renseignement d'affaires, il est légal, structuré et éthique. Il consiste à collecter, analyser et exploiter des informations accessibles légalement pour éclairer une prise de décision, par exemple. L'espionnage industriel, lui, il repose sur la violation de la loi, à travers des pratiques illégales, telles que le vol de données, l'intrusion, la corruption, le hacking ou le piratage, avec une réelle intention de nuire. Donc observer ses concurrents, ce n'est pas les espionner, si je vous ai bien compris. Absolument. Analyser des données publiques, des décisions de justice, des appels d'offres, des publications financières ou des signaux faibles, c'est du renseignement. Espionner, ce serait par exemple payer un salarié pour voler des fichiers ou pirater un système. Mais alors dans ces conditions, pourquoi cette idée perdure depuis si longtemps ? Eh bien parce que le mot renseignement, il est connoté, il fait un peu peur. Il y a beaucoup de mystères autour de cela. Pourtant, les entreprises subissent une guerre économique permanente. Ne pas se renseigner, aujourd'hui, c'est décider à l'aveugle. Alors, un exemple concret, Mayline, pour justement illustrer votre propos ? Oui, je pense à ce dirigeant que j'ai accompagné après la perte d'un marché conséquent. Il était persuadé d'avoir été espionné. En réalité, son concurrent n'avait rien volé. Il avait simplement analysé ses recrutements, ses partenariats publics et ses contentieux en cours. Tout était légal. Tout était visible, ce qui a d'ailleurs rendu ce dirigeant vulnérable. Alors justement, un message aux entrepreneurs qui nous écoutent sur ce sujet. Le renseignement d'affaires est un outil de protection, un atout stratégique, une aide de prise à la décision. Dans notre contexte économique, aujourd'hui, le vrai danger, c'est de ne pas faire de renseignement. Merci Mayline. Merci beaucoup Mayline Camus d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous. Mon cher Thomas, on se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio pour Oser Investir. À tout de suite. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.